on va commencer tout de suite sur le premier thème donc, de cette soirée qui est quel impôt pour quelle société. Autrement dit, dis-moi quelle société tu veux et je te dirai quel impôt payer. Est-ce que c'est vrai ? C'est un peu la question dont on va débattre aujourd'hui. Alors, peut-être pour prendre un peu de champ par rapport au sujet, disons avoir une vision à la limite de la philosophie, on va commencer par Charles Sellen, la fabrique Spinoza. Vous parlez d'un impôt juste et heureux. C'est formidable, c'est un beau programme ça. Allez-y. Tout à fait, Philippe. Alors, juste avant que vous commenciez, je rappelle la règle du jeu, 5 minutes pour exposer son propos, et puis après, on échange sur ce que vous pensez, tout le bien que vous pensez de ce qu'ont dit les autres. Voilà. Allez-y. Merci Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par un propos un petit peu impertinent, et comme vous l'avez dit Philippe, pour donner un peu de hauteur, quitte à ensuite revenir dans des choses plus concrètes. Nous, à la Fabrique Spinoza, nous nous intéressons au bien-être depuis 2011. On a travaillé avec l'OCDE sur les indicateurs de mesure de bien-être qui deviennent aujourd'hui très importants à prendre en compte dans l'entreprise et aussi au niveau des acteurs publics pour savoir comment les citoyens vivent leur bien-être au quotidien, au-delà de la seule mesure qu'on avait traditionnellement, qui était le PIB par habitant et qui n'est pas satisfaisante. Et donc depuis quelques années, on s'est intéressé au lien entre l'argent, le bonheur, et aussi sous l'angle de la philanthropie, ce qu'on fait de son argent pour le partager en faveur du bien public volontairement. Et l'idée que je vais défendre devant vous ce soir en 3 minutes, c'est que la philanthropie, c'est-à-dire l'action privée désintéressée en faveur de l'intérêt général, peut être vue, si on est un petit peu iconoclaste, comme un impôt volontaire, un impôt affectable, orientable, et un impôt qui apporte de la joie et une forme de bien-être. Alors pour ça, je vais faire un petit détour par la relation que nous entretenons à l'argent à titre individuel, et la science aujourd'hui, y compris la science économique, mais aussi les psychologues, les neurosciences nous disent beaucoup de choses par rapport à ça. J'en veux pour preuve le prix Nobel de 2015 qui a été attribué à Angus Deaton, qui a publié il y a quelques années une étude fort instructive aux États-Unis, quantitative, qui nous montre qu'au-delà de 75 000 $ de revenus annuels, un individu n'éprouve plus d'affect positif à gagner plus d'argent. Autrement dit, en deçà de 75 000 $ annuels, on a des craintes et des peurs de manquer, on a la fragilité de la vie qui peut nous rattraper à tout instant, et ce seuil est un seuil qui constitue une sorte de bouclier au-delà duquel les répondants, l'échantillon est suffisamment large pour que l'étude soit significative, les répondants disent que l'augmentation du revenu ne produit plus de bonheur supplémentaire. Les autres études intéressantes qui sont disponibles dans la science sur le bien-être nous disent que la satisfaction de vie, c'est-à-dire le fait que vous évaluez que votre vie correspond à ce que vous aimeriez qu'elle soit, augmente comme une courbe logarithmique. C'est-à-dire que au départ, plus on gagne d'argent, plus on est heureux, puisque, comme le dit Amartya Sen, ça nous donne les capacités de vivre librement, d'envoyer ses enfants à l'université, de faire plein de choses dans sa vie. Mais au-delà d'un certain seuil, et on retrouve encore une fois la notion de seuil minimal, la satisfaction de vie que vous avez à gagner plus d'argent n'augmente plus. Donc la courbe se tasse, en fait, elle continue à croître, mais très très modestement. Et ce sont d'autres dimensions de la vie qui vous apportent de la joie. Et on retrouve là l'idée que Maslow avait développée dans sa fameuse pyramide de Maslow, c'est qu'une fois que les besoins fondamentaux de la vie sont couverts, sont garantis, ce sont d'autres choses qui nous font devenir heureux. Autrement dit, si on prend cette connaissance scientifique et qu'on l'applique au sujet fiscalité, ça veut dire qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, on peut considérer que l'individu n'a plus forcément besoin de montagnes d'argent, et que peut-être que ça justifie une forme de progressivité de l'impôt au-delà d'un seuil. Voilà. Autrement dit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être une autre façon de percevoir le malaise que représente l'impôt fort au-delà d'un certain seuil, c'est peut-être sa justesse. Sa justesse, la façon dont il est affecté, mais en tout cas pas la déprivation de l'individu de cette somme d'argent. Alors maintenant, venons à la question de la philanthropie, puisque je vous ai dit qu'on allait parler de ce sujet. Vous savez qu'en France, c'est un sujet qui est très vivace depuis une douzaine d'années, depuis la fameuse loi Aillagon de 2003, et que les Français sont très généreux, leur générosité augmente d'année en année, bien que la crise les ait frappés durement. Ce que nous montrent les études économétriques,
c'est que l'incidence fiscale est finalement assez faible sur le niveau de générosité. On sait que c'est un moteur, mais c'est un moteur secondaire, et son augmentation ne fait augmenter la générosité que nominalement. Autrement dit, si on la corrige en termes réels, la générosité des Français est dépendante d'autre chose que du facteur fiscal. Alors c'est la joie de donner, c'est la joie de voir qu'on a contribué à quelque chose de positif. Et nous avons mené des interviews auprès de personnalités fortunées pour comprendre qui sont ces grands donateurs et, sous couvert d'anonymat, comprendre leur raisonnement. Et on voit deux choses qui ressortent. La première, c'est que la philanthropie permet de reprendre le contrôle d'une partie de son impôt, c'est-à-dire qu'on affecte, on oriente la taxe que de toute façon on aurait payée. Et pour cela, on paye un surcoût, on paye en fait le reliquat qui reste à notre charge, qu'on ne peut pas déduire. Donc c'est un quart ou un tiers du prix du don qu'on a fait. Donc c'est l'orientation de l'impôt. Et deuxièmement, c'est la joie d'avoir contribué à quelque chose de manière spontanée, positive, et aussi la joie qu'on l'on observe chez celui qui reçoit. Et donc pour conclure, parce que je crois que j'arrive au terme du temps qui m'est imparti, oui, déjà. Si on essayait d'identifier les vertus que l'acte philanthropique nous enseigne et de les appliquer à un impôt classique, il faudrait qu'il ait 3 critères, qu'on arrive à générer de l'enthousiasme dans l'impôt, avec une forme de redevabilité mutuelle entre celui qui l'acquitte et la structure qui le reçoit. La question de l'orientation nous paraît intéressante aussi. Il y a des expériences qui ont été faites avec des collectivités qui proposaient aux citoyens d'affecter une partie de leur impôt. Je ne sais pas si le bien-être a été mesuré. En tout cas, ce que je sais, c'est que des études scientifiques montrent que quand une entreprise permet à ses salariés d'affecter le mécénat d'entreprise aux causes pour lesquelles ils ont voté, leur bien-être déclaré augmente. Et troisièmement, il nous paraît important de permettre aux citoyens d'être davantage acteurs de son impôt, à travers d'autres formes d'engagement qui pourraient être corrélées à ce versement. Je vous remercie. Merci Charles Célène. Donc on retient 75 000 $. C'est étonnant, mais il y a des gens qui cherchent à gagner plus que ça. Pourtant, ça ne va pas les rendre plus heureux. Donc ça, c'est les mystères de l'âme humaine. Et puis j'ajoute que Bill Gates, qu'on nous recevions au Club de l'économie le mois dernier, nous a dit que les riches français, les milliardaires français en tout cas, n'étaient pas les plus généreux. En tout cas, il avait du mal à les convaincre, visiblement. Alors, Vincent Charlet, c'est parti pour vous. Et vous, évidemment, la fabrique de l'industrie. Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Donc 3 remarques dans les 5 minutes imparties. La première pour dire effectivement que je ne considère pas l'impôt comme un instrument qui sert à chaque instant à prendre à ceci pour donner à cela, mais comme une matrice prévisible et stable autant que possible, qui, année après année, façonne l'économie que nous voulons voir advenir demain, parce qu'elle encourage des comportements réputés et vertueux. Et il y a un exemple que je trouve frappant à ce sujet, c'est celui de la Suède. Entre 1950 et 2000 au moins, on a tous regardé la Suède comme une espèce de paradis social-démocrate, un pays qui serait identitairement et intrinsèquement social-démocrate. Au vu des résultats des élections, c'est pas faux. Il se trouve que la fiscalité là-bas est extrêmement favorable aux entreprises et au capital, parce qu'il est une évidence là-bas pour tout le monde qu'il faut pouvoir attirer dans ce petit pays ouvert à tous les vents les entreprises créatrices de richesses et d'emplois. Et en revanche, que la taxation est très élevée sur les individus et la consommation pour assurer une large circulation de richesses au sein de la classe moyenne qui couvre la quasi-totalité de la population suédoise. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est donc quand on se pose la question quel impôt pour quelle société, il y a 2 grands objectifs qui n'ont rien de nouveau. C'est comment assurer prospérité durable et création de richesse d'une part, et comment assurer la cohésion entre tout le monde d'autre part. Sur le versant de la prospérité, quel est le principal enjeu, le facteur, le signal fort? C'est celui de la baisse des gains de productivité. C'est-à-dire qu'on fait face à des enjeux séculaires que l'on connaît, démographiques, climatiques, etc. Et la force dont on dispose pour les résoudre s'amenuise année après année, puisque après avoir connu des périodes où les gains de productivité étaient à 5%, ça baissait à 3%, puis là maintenant on est passé sous la barre des 1 à l'échelle de la décennie. Donc c'est comme si on manquait de souffle pour adresser les défis qui se posent à nous. Alors certes, on en parlera peut-être, l'indicateur des gains de productivité n'est pas un indicateur essentiel, mais enfin quand même, ça donne un signal inquiétant. Le secteur industriel et les services qui y sont associés, c'est-à-dire
ce quart de l'économie qui est ouvert à la compétition internationale et qui assure l'essentiel des gains de productivité joue de ce point de vue-là un rôle essentiel, un rôle de moteur, un rôle de locomotive. C'est lui qui assure la création de richesses de demain et la création des emplois d'après-demain. Bon. Et quand on reparle de l'impôt, c'est toute la justification d'un crédit d'impôt recherche, par exemple, pour prendre un outil plutôt de long terme, réussir à façonner une économie favorable à la montée en gamme, à la création de progrès technologiques et d'innovation. À plus court terme, il peut aussi y avoir des réponses utiles, la mesure de suramortissement, par exemple, qui permet à des entreprises de passer un mauvais cap et d'investir dans leur appareil productif, là encore, dans l'optique de réaliser des gains de productivité avec les vertus que l'on sait. La dernière remarque que je voulais faire, elle est relative à l'objectif de cohésion. Il faut, je crois, réussir à abandonner un peu certaines visions du monde manichéennes, soit entre industrie et services, soit entre qualifiés et non qualifiés. On travaille beaucoup, nous, ces temps-ci, sur la disparité entre justement les emplois exposés à la mondialisation et ceux qui ne le sont pas. Donc un quart qui l'est exposé et trois quarts qui sont abrités, en gros. Ces gens-là ont en gros, en moyenne, les mêmes niveaux de qualification. Ils n'ont pas du tout les mêmes revenus et le fossé s'accroît, puisque ceux qui sont exposés, le petit quart qui est exposé, réalise des gains de productivité et a un revenu relatif qui augmente. Par ailleurs, la compétition de ce quart-là dépend du rapport efficacité-prix ou compétitivité-prix des emplois domestiques dont les revenus stagnent mais dont les coûts augmentent. Pour le dire autrement, la solidarité économique entre les acteurs exposés et les acteurs abrités est en train de se distendre. Et c'est pour nous un enjeu essentiel, et notamment quand on réfléchit au dispositif de l'impôt. Comment peut-on continuer à permettre au secteur exposé de jouer son rôle de locomotive dont je parlais tout à l'heure, tout en s'assurant que les wagons sont bien accrochés, tout en s'assurant que les liens sont bien solidaires et étroitement forts entre les emplois exposés et les emplois abrités. Voilà, je m'en tiendrai là pour le moment. D'accord. Alors on en reparlera évidemment, parce que ça... et puis ça pose aussi des questions sur l'efficacité de l'impôt. Alors je passe la parole maintenant à Olivier Babot, la Fondation Concorde. Donc vous êtes un croisé de la simplification. Allez-y. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Alors, je ne vais certainement pas faire un cours ou une leçon d'épistémologie, mais l'économie, sans doute plus que les autres sciences, si tant est que l'économie soit une science, mais je n'ai pas ouvert le débat, attention. N'en parlons pas. C'est comme l'affaire Dreyfus. Ne lancez pas. N'en parlons pas. C'est ça. Plus que les autres sciences, donc, a un problème qu'on pourrait qualifier de syndrome, vous savez, du réverbère. Alors, le syndrome du réverbère, c'est quoi? C'est cette fameuse blague. Quelqu'un qui, vous rencontrez un copain, il est en train de regarder sous un réverbère, il cherche partout, il dit, voilà, j'ai perdu mes clés. Vous lui demandez, tu les as perdues où? Je les ai perdues là-bas, mais là-bas, il fait noir, alors qu'ici, il y a de la lumière. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait aussi citer Wittgenstein pour dire que ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Et souvent, en économie, quand on n'arrive pas à quantifier, et c'est un petit peu le drame d'une économie, enfin d'une recherche qui est de plus en plus à base de quantification, ce qu'on ne peut pas quantifier, ce qu'on ne peut pas voir facilement, on fait comme si ça n'existait pas. Et je pense que la complication en fait partie, car j'oppose complication et complexité, comme le fait Jacques Bichot dans un livre qui s'appelle Le Labyrinthe, où il développe cette idée du rôle de la complexité aujourd'hui dans notre système, enfin plutôt de complication. La complication, elle est non naturelle, pour le dire rapidement. La complexité, elle est naturelle. Il y a des choses qui sont complexes, le phénomène biologique, c'est complexe. La complication, en revanche, elle est d'origine humaine et elle est contingente, elle n'est pas nécessaire. Alors, trois idées sur cette complication: les faits, les effets et les causes. D'abord, les faits, on les connaît. Alors, dans le petit article que j'avais donné au Monde, je me concentrais sur la fiscalité des entreprises, mais on aurait pu aussi prendre le droit du travail, le droit de la construction, enfin, on pourrait dire l'ensemble des cadres réglementaires. Mais enfin, on sait qu'on est le pays, je crois, aux 300 ou 400 fromages, mais on est aussi celui aux 230 impôts et cotisations payés par les entreprises, comme l'a montré la Cour des comptes récemment, ISG, CSG, CVAE, CFE, versement transport, etc., etc. Les entreprises, évidemment, en général, n'en payent qu'une vingtaine en moyenne, mais enfin, le coût de collecte est quand même estimé par la Cour à 5,2 milliards d'euros. En réalité, le coût réel, il est probablement bien plus élevé. Les effets sont évidemment un gaspillage important de ressources, puisque vous allez devoir
on pourrait dire, mobiliser beaucoup plus de ressources pour le collecter. Et puis aussi, on pourrait dire, un désarroi, une complication. Je dis souvent que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi d'être adhérent au RSI. Moi, ça m'est arrivé une fois parce que j'avais monté une entreprise. Je totalise pas mal d'années d'études supérieures. J'ai vraiment essayé de comprendre, mais très honnêtement, ce que je devais, à qui, comment, essayer de prévoir ce que j'allais toucher, ce que j'allais devoir plutôt payer. Et je n'y suis jamais parvenu, mais jamais. Pourtant, j'ai vraiment essayé de toutes mes forces. Ça fait plus de 20 ans. Il paraît que ça s'est amélioré. Ça fait à peu près 20 ans que, en tout cas, c'est assez récent mon expérience. Ça fait 20 ans que j'enseigne à l'université aussi, donc je sais pas, j'essaie de comprendre. Je fais un effort. Je suis pas arrivé, je vivais dans l'angoisse du facteur. J'en suis arrivé à supprimer, à tout fermer, même si je gagnais moins d'argent, et à refuser parce que c'était beaucoup trop compliqué. Honnêtement, je crois que cette expérience, elle est réelle et elle peut s'appliquer à beaucoup de choses. Évidemment, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ce à quoi ils ont droit en termes d'aide sociale, uniquement parce que c'est beaucoup trop compliqué. Je veux dire, quand on est plutôt éduqué et qu'on n'y arrive pas, on se dit mais quelqu'un qui n'a pas du tout de capacité à aller rentrer dans ces méandres administratifs, pour lui c'est un labyrinthe absolument inextricable. Alors quelles en sont les causes ? Troisième et dernière réflexion. Cette complication, d'abord, elle vient sans doute, elle est sans doute le reflet d'objectifs contradictoires de la part de la fiscalité, puisqu'évidemment, on veut qu'elle influence les comportements. On veut faire que les gens fument moins, par exemple, alors on fait plus cher. Mais derrière, vous avez Bercy qui dit au ministère de la Santé « Ah non, mais nous, on préfère des augmentations petit à petit parce qu'on sait que c'est les grosses augmentations qui font baisser la consommation. » Bah oui, mais précisément, c'est le but de faire baisser la consommation. Mais c'est totalement contradictoire, parce que vous avez Bercy d'un côté qui veut des recettes fiscales et vous avez le ministère de la Santé qui veut que les gens arrêtent de fumer. Contradiction complète, évidemment, ça crée de la complexité en plus. Et puis, vous avez un aspect, pour dire, punitif, symbolique de notre fiscalité sous certains angles, et puis évidemment un aspect de redistribution. La deuxième, pour dire, cause que j'identifie à cette complication, c'est cette logique qu'avait identifiée Niskanen et toute l'école du public choice, qui est l'idée qu'au bout d'un moment, une administration, mais pas seulement une administration, les organisations de façon générale, finissent par exister pour elles-mêmes. Elles existent à leur propre service, c'est-à-dire qu'elles s'auto-justifient et finalement, de façon très très schématique, un fonctionnaire, pour justifier son existence, va avoir tendance à en embaucher deux, etc. Il va vivre de la complexité qu'il crée en réalité, car en créant la complexité, eh bien, c'est un peu un signal de productivité aujourd'hui. C'est quand vous avez créé une règle, un peu comme pour un homme politique d'ailleurs, vous avez créé une loi, vous avez fait quelque chose, on vous en sait gré, on vous la compte, c'est un actif, alors que si vous avez supprimé un truc, ça n'apparaîtra pas. C'est-à-dire que tout ce bien que vous aurez pu faire en creux, vous ne pouvez pas en rendre compte, vous ne pouvez pas vous en prévaloir, donc vous n'avez pas intérêt à le faire. C'est un problème d'incitation, tout simplement. Et la dernière idée, c'est que la complexité, elle met à distance, elle crée de l'opacité, et c'est ça qui est terrible. À mon avis, il y a une recherche de l'école de choix public qui avait montré que plus les citoyens étaient proches des lieux, étaient en capacité d'influencer, on pourrait dire, le pouvoir, plus l'État était petit. Et inversement, plus l'État grossit, plus on a tendance à observer que les gens n'arrivent pas à avoir de relation. Il y a une relation directe entre ce contrôle que les citoyens peuvent avoir sur la machine et le fait que la machine grossit en dehors de tout contrôle. Et je crois vraiment que beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs peuvent faire le parallèle avec la collusion qui pourrait exister avec des hommes politiques qui aussi ont intérêt à faire quelque chose et à paraître faire quelque chose, y compris si c'est totalement inutile, et on pourrait dire en dehors de l'utilité réelle. On parlait de préférence, vous savez, en France, de préférence pour le chômage en France. Je ne rentre pas dans ce débat, mais on pourrait dire qu'il y a une préférence pour la complexité. Pour la complication, pardon. J'ai du mal à y penser. Les économistes ont su développer des concepts autour pour illustrer l'inflation, de l'usure des semelles, l'usure des menus. Vous savez, pour dire quand il y a une hyperinflation, en réalité, vous passez votre temps à aller retirer de l'argent parce que vous avez intérêt à aller le retirer au dernier moment. Enfin bon, tout ça, finalement, on a pris en compte un petit peu cette complexité, cette complication. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, en économie, il faudrait qu'on prenne beaucoup plus en compte la conséquence de la complication fiscale. Voilà. Bon, merci Olivier Babot. Alors, on a compris que la complication, ça n'est que pour les horlogers suisses, mais pas pour les fiscalistes français. Alors, Philippe Léger, vous êtes aux économistes atterrés. Et donc, pour vous, l'action publique, c'est quelque chose d'important et il faut la financer. Alors, racontez-nous. Alors, il me semble que si on pose la question quel impôt pour quelle société, il y a 3 défis qui doivent aujourd'hui être relevés. Le premier, c'est de développer une fiscalité écologique, mais je ne vais pas développer puisqu'il y a une table ronde qui est consacrée à ce sujet. Le deuxième, c'est de défendre les principes fiscaux d'une société démocratique. Bon, ils sont pour partie énoncés dans la Déclaration des droits de 1789 et on peut s'interroger, se demander si aujourd'hui, dans le contexte actuel, donc mondialisation financière, forte intrication de la haute administration et de certains intérêts économiques, le citoyen peut se dire que, tel qu'il est écrit dans l'article 13 de cette déclaration, la contribution fiscale est également répartie
entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Et le problème, c'est bien sûr, alors disons que ce principe il est remis en cause de plusieurs façons, mais le principal problème, c'est qu'une fraction des ménages les plus riches et des multinationales, basées ici, ont fait sécession. Tout à l'heure, on parlait de contrat social. Eh bien, c'est un phénomène qui aujourd'hui est assez bien documenté. SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, l'ouvrage de Gabriel Zucman sur la richesse cachée des nations, etc., qui permettent d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène, et ces révélations, évidemment, sapent le consentement à l'impôt. Donc c'est une défiance qui se développe à la fois à cause de la fraude fiscale, mais plus généralement à cause de l'évitement fiscal. Alors on peut dire que certains progrès ont été faits en la matière de lutte contre ce phénomène, c'est vrai, mais par exemple la loi européenne sur le contrôle de la localisation des profits des multinationales n'a pas encore vu le jour. La loi Sapin 2 est incomplète. Et puis, on pourrait énumérer toutes les mesures nécessaires à la restauration de ces principes d'une société, principes fiscaux d'une société démocratique. Par exemple, interdire aux entreprises européennes d'implanter des filiales dans les paradis fiscaux ou mettre fin au monopole de Bercy sur les poursuites pour fraude fiscale, car ici, la séparation des pouvoirs et l'égalité des citoyens devant l'impôt n'est pas respectée. Enfin, troisième et dernier défi, c'est, il me semble, de consolider la capacité du système fiscal à réduire les inégalités. Alors on ne part pas de rien, c'est pour ça que je parle de consolider, surtout en France. Au XXe siècle, l'introduction des prélèvements progressifs a permis de diminuer les écarts de richesse. La hausse de ces prélèvements a permis de financer l'action publique et la dépense publique, en retour, a elle-même réduit les inégalités puisque les prestations sociales et les services publics réduisent encore davantage les inégalités que ne le fait la fiscalité. Néanmoins, ce modèle-là, il est remis en cause depuis quelques années par, l'orientation économique de la plupart des réformes depuis une trentaine d'années, liberté de circulation des capitaux, absence d'harmonisation fiscale au niveau européen, etc. Et donc, on a une exacerbation de la concurrence fiscale qui concourt, au niveau européen à une baisse de la part des prélèvements progressifs, et puis également à une baisse du taux moyen d'imposition des sociétés. Et donc, il me semble qu'une action coordonnée pour interdire le dumping fiscal, pour avoir une véritable harmonisation fiscale, c'est-à-dire pas simplement s'entendre sur l'assiette, sur ce qu'on prélève, comme est en train de le proposer la Commission, mais également un certain nombre de principes, évidemment pas une même fiscalité dans chaque pays, ça n'est ni possible ni souhaitable, mais un certain nombre de principes comme un taux minimum ou un nombre minimum de tranches, etc., permettraient de consolider la capacité de notre système fiscal à réduire les inégalités dans un contexte qui est aujourd'hui marqué par toute une série de difficultés, concurrence fiscale, urgence écologique, etc. Alors, merci Philippe Léger. On va donc commencer notre débat parce que Gaspard Koenig ne viendra pas. Donc, je voulais peut-être commencer sur cette histoire de simplification. Est-ce que vous êtes tous d'accord, déjà, sur le fait que le système français est trop complexe, inefficace, et que l'urgence, peut-être avant de renverser la table et de créer des choses nouvelles, ce serait de simplifier les choses, mais avec le risque que ça comporte, évidemment, en termes d'inégalité, parce que la complication, elle naît aussi d'un souci de précision et de justice. Alors, qui veut commencer? Charles Sélène, peut-être. Est-ce que ça vous semble pour vous la simplification? Est-ce que c'est une priorité? En ces termes-là, c'est un petit peu abrupt comme question, mais ce que je vois, c'est que sur les sujets que je connais bien, c'est-à-dire les questions de bien-être et les questions de philanthropie, je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de la philanthropie en France, on a un système qui est très incitatif, qui est probablement aujourd'hui le plus incitatif au monde. Pourquoi? Parce qu'en France, on peut déduire de l'impôt dû. Autrement dit, on peut gommer son impôt sur le revenu, on peut gommer une grosse partie de son ISF. Ouais. Une entreprise peut gommer une partie de son IS. Tandis que dans beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, on déduit de l'assiette.
Autrement dit, il faut faire des très très gros dons pour que ça commence à être intéressant fiscalement. Mais qu'est-ce qui est le plus efficace? Ça dépend quel objectif vous visez. Si vous visez à augmenter la philanthropie ou à ponctionner des recettes fiscales. Mais en tout cas, en France, le dispositif est aujourd'hui extrêmement avantageux et il est très très loin d'être utilisé à son maximum. La loi dit qu'un particulier peut donner jusqu'à 20% de son revenu imposable. Ce qu'on observe, c'est que les gens donnent entre 1 et 0,5% de leur revenu imposable. D'ailleurs, c'est la tranche d'imposition la plus basse qui donne 1% de son revenu et la tranche la plus haute qui donne 0,5% de son revenu. Alors évidemment, ça veut dire que les plus riches donnent plus en nombre, mais en effort, ce sont les plus pauvres qui donnent plus. Et donc je reviens à la question de la simplification, qui est en France, prenons un truc très simple, vous avez tous fait un jour un don à une association, vous avez pour les particuliers 66% de déduction de votre don, mais quand c'est pour des personnes en difficulté, c'est 75%. Alors pourquoi cette différence? On ne sait pas. Il y a des explications, voilà. Mais la question après, c'est de dire quelles sont les œuvres qui œuvrent en faveur de personnes en difficulté. Là, il peut y avoir une question d'interprétation. C'est le syndrome de la segmentation à l'infini, voilà. Quoi. Après, vous avez un autre sujet, c'est pourquoi les entreprises, c'est 60%. Pourquoi 60, 66 C'est des seuils qui ont été définis comme ça, mais est-ce que la lisibilité du dispositif est très grande pour le donateur? C'est pas sûr. En tout cas, les personnes bien informées le savent. Ce qu'on voit au niveau du nombre de dons qui sont déclarés à l'administration fiscale, c'est que beaucoup de gens ne déclarent pas leurs dons. Peut-être parce qu'ils ont perdu leur reçu fiscal, parce qu'ils ont oublié de le demander, etc. Mais c'est aussi parce qu'une bonne partie de nos concitoyens ne savent tout simplement pas qu'il y a un dispositif dont ils pourraient bénéficier. Donc là, la simplification... C'est d'abord une œuvre de communication claire vis-à-vis des citoyens. Donc on revient à la question de l'implication du citoyen, sa sensibilisation, le rendre acteur. Et on revient aussi peut-être à une sensibilisation des élites politiques. Moi, il m'est arrivé de rencontrer un jour un sénateur président de groupe au Sénat qui m'a dit ah bon, en France, il existe un dispositif incitatif pour le mécénat. Et les bras m'en sont tombés. Alors je vous dirai pas qui c'est, mais il m'a demandé de lui faire une petite note. Il y en a 300 à retenir. Voilà. Alors donc en fait, c'est une question de connaissance du dispositif qui fait défaut. Pour moi. Bon, donc vous êtes pour la simplification. Alors dans ces conditions-là. Avant d'en parler, avant de passer la parole à Olivier Babot, parce que je vous poserai la question en dernier, parce que vous êtes déjà exprimé sur le sujet. Monsieur Charlet, est-ce que vous êtes partisan de la simplification, au risque peut-être de supprimer quelques niches? Par exemple, le crédit d'impôt recherche, qui coûte si cher à la France. Allez-y. Alors, qui coûte si cher à la France, ça dépend quel point de vue vous placez. Qui coûte un peu cher à l'État, oui, et qui rapporte de l'autre côté. Et oui, encore une fois, l'efficacité de 6 milliards quand même. Oui, mais son efficacité, à mon avis, ne fait plus tellement doute. Il y a d'autres sujets dont on pourrait davantage débattre, il me semble. En termes d'efficacité de la recherche privée française, c'est pas considérable. Enfin, d'attractivité de la recherche et d'incitation au comportement. Si, il y a un en effet de attractivité, levier. Oui, tout à fait. Mais en développement de la recherche privée française. Ah si, il y a un effet de levier qui a été prouvé. Enfin, honnêtement. Ok. Alors, la simplification, est-ce que vous êtes pour ? Oui, a priori, dans les témoignages qui nous arrivent des entreprises, il faut quand même voir que la simplification fiscale et la simplification administrative sont souvent mêlées. Or, ce sont deux sujets différents. Effectivement, on a tous eu un jour cet échange avec quelqu'un de l'administration fiscale ou de Bercy qui, en essayant d'imaginer un système cousu humain et optimal, imagine qu'il va pouvoir tourner le curseur ici et puis inventer une nouvelle taxe sectorielle là pour que mathématiquement l'effort fiscal soit considéré comme optimal. Il faut voir que parfois la complexité fiscale, elle découle simplement du souci de bien faire. Bon. Je voulais aussi faire cette remarque que aujourd'hui, l'effort de simplification qui a été engagé c'est sans doute pas incarné dans le bon logiciel. C'est-à-dire que dans les 4-5 dernières années, il y a eu un effort politique et administratif notable qui a été fait en faveur de l'administration. Il y a eu un secrétariat d'État formé, etc., qui, de l'aveu de tous, a fait du bon boulot. Mais de l'aveu de tous, a aussi à peine réussi à compenser le surcroît de complexité qui naissait dans le même temps pendant qu'il y avait le dos tourné. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore trouvé.
par exemple, le CICE, c'est quand même une grosse usine à gaz. C'est pas vraiment une image de simplification extrême. Non, effectivement, c'est pas une grande simplicité. Ouais. Mais enfin, ceux que je connais, en tout cas, les industriels qui avaient proposé quelque chose de ce goût-là avaient des visions nettement plus simples et n'auraient pas suggéré une telle usine à gaz. Alors Philippe Léger, est-ce que simplifier, c'est une priorité ? Je ne sais pas si c'est une priorité, mais c'est nécessaire. Tout à l'heure, j'ai cité l'article 13 de la déclaration de 1789. L'autre article de cette déclaration qui est consacré à la fiscalité explique que chaque citoyen doit pouvoir contrôler la nécessité du prélèvement et ses modalités, etc. Aujourd'hui, ça semble fort complexe pour chaque citoyen, malgré les moyens dont on dispose, Internet, etc. Parce que le système est effectivement très complexe. Donc oui, dans ce sens-là, il faut simplifier. En même temps, on voit bien que ce n'est pas une question abstraite, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte, en fonction des idées de celles et ceux qui portent ce discours ou des forces sociales qui amènent cette simplification, elle va avantager les uns, désavantager les autres. Et donc c'est là qu'il faut y regarder à deux fois. C'est-à-dire que dans l'autre sens, toute simplification n'est pas forcément bonne à prendre. En particulier, il me semble qu'elle ne doit pas être contraire aux trois objectifs que j'ai énoncés tout à l'heure. Et donc, si cette simplification conduit à amoindrir la progressivité, etc., dans ce cas-là, c'est une mauvaise chose. Et est-ce que la simplification permettrait d'améliorer l'acceptation à payer l'impôt ? Oui, je pense. Alors, la bureaucratie, les lourdeurs existent évidemment dans l'administration. Il en a été question tout à l'heure. Après, elles existent aussi dans toute grande structure, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, Olivier Babot, donc vous avez développé effectivement cette nécessité de la simplification. Le seul problème, c'est que quand on simplifie, évidemment, on fait des gagnants et des perdants. Et puis plus c'est simple, moins c'est précis. Donc on aboutit à des systèmes qui sont peut-être moins ciblés, donc peut-être moins justes, parce que celui qui donne aux bonnes œuvres, il paiera pareil que celui qui donne rien. Et puis celui qui fait de la recherche, il paiera pas moins que celui qui n'en fait pas, etc. Oui, c'est un levier qui disparaît. Vous parliez d'horlogerie suisse. On vit des fantasmes, une représentation fantasmatique du système, c'est de dire justement que cette complication est le fruit de cette formidable sophistication d'un système où on va bouger les curseurs pour que effectivement la pente incitative soit absolument idéale et optimale. Vous avez, pour moi, c'est le reflet d'une vision positiviste, du fantasme positiviste de contrôle social, d'ingénierie sociale. Il faut rappeler que la sociologie, au départ, elle voulait une science du social. Là, c'est la même chose. L'État fantasme l'idée qu'il va pouvoir faire une science du social. Mais il y a évidemment un problème réel de simplification. Par exemple, l'impôt sur le revenu le plus simple, ce serait une flat tax, 10%, mais effectivement, il y a zéro productivité. Zéro progressivité. Donc ça pose un petit problème. Peut-être une petite chose qu'on pourrait rajouter pour détruire l'idée de l'horlogerie suisse, c'est que toutes les sciences sociales ont montré la réalité des décisions non seulement privées mais aussi publiques. Et ces décisions publiques, c'est la corbeille à papier, c'est le garbage can de Marx. La réalité, c'est que, et pour avoir un petit peu, si vous êtes allé dans les allées du pouvoir, ça m'est arrivé un petit peu de voir comment dans le bureau du ministre les décisions se prennent, c'est absolument pas quelqu'un avec une règle et en train de dire, voyons, est-ce que ma courbe logarithmique va être la meilleure pour inciter. Non, le résultat des décisions, c'est qu'en général, on parlait de, les trucs Coluche, etc. C'est le fruit d'un compromis totalement bancal, souvent absurde, qui est retrouvé au dernier moment entre deux portes et qui fait que, parfois d'ailleurs il y a des incompréhensions, mais on va faire un taux, on va bouger un petit taux là, on va rajouter un codicile, on va faire un truc dessus, on est d'accord. C'est la corbeille à papier. Confère March, vous avez des solutions, des problèmes qui se rencontrent à un moment donné et finalement il y a des décisions qui sortent. Une partie du système vient de là. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que je ne vise pas un dispositif plutôt qu'un autre. C'est juste que pour moi, la démarche de la simplification ne fait pas partie du logiciel de la décision publique et c'est fort dommage. Est-ce qu'il faudrait se fixer un nombre de niches, par exemple, parce que simplifier, c'est quand même en grande partie réduire aussi les niches.
Je pense que les niches fiscales font partie, en grande partie, de ces choses-là, d'autant plus que s'il y a bien des choses qui sont le résultat de consensus, enfin, de compromis au dernier moment, c'est bien les différentes niches fiscales. Mais c'est pas ça la plus grande complication, je dirais qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. C'est la diversité des caisses, la diversité des systèmes de protection qui fait qu'effectivement, personne n'a une idée juste de ce qu'il paye en impôts. Et c'est un vrai problème en termes de consentement à payer, de compréhension et de sentiment de justice. On peut avoir un sentiment d'injustice fiscale. Il y avait un sondage très intéressant qui montrait que les Suédois étaient plus heureux de payer l'impôt. Pourtant, qui était plutôt plus élevé. Pourquoi ? Sacré Suédois. Parce qu'ils oui, avaient mais l'impression on n'est pas Suédois. Parce qu'ils avaient, décidément, on dirait qu'il faut tous qu'on y aille. Il fait froid là-bas, mais il fait nuit tout le temps. Ils veulent tous partir dans le sud, je vous rassure. Oui, c'est ça, oui, je les connais aussi, ils ont tous envie de partir où il y a du soleil. Mais en tout cas, on peut dire que les gens aimaient bien l'impôt, étaient plus heureux de payer l'impôt, parce qu'il était plus cohérent et que aussi il était plus utile parce que la vision aussi de l'utilité de l'impôt était plus immédiate. Et donc personne ne gagne rien à l'opacité. Dans l'opacité, dans tous les systèmes, ce ne sont que les rentes qui se développent. Et c'est ça le problème. Donc on voit bien, simplification, mais on rejoint, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, cet arbitrage entre l'efficacité et la justice. Est-ce que quelqu'un veut juste ajouter quelque chose sur ce sujet, justement par exemple, Philippe Léger, vous évidemment, les économistes atterrés, c'est la justice, qui est vraiment votre driver principal. Est-ce que parfois, justement, vouloir un système le plus juste possible, je pense notamment aux histoires d'évasion, de paradis fiscaux et autres, ça ne peut pas se faire, ça ne se fait pas au détriment de l'efficacité, notamment pour les entreprises. Alors non, d'abord, je ne pense pas que la justice, ça soit notre unique façon de voir les choses. Au contraire, on a exposé dans un chapitre du nouveau manifeste des économistes atterrés, il y a tout un chapitre sur le sujet, les raisons pour lesquelles aller vers davantage d'égalité, réduire les inégalités, c'est plus efficace sur un plan économique. Et aussi bien au sein des entreprises. Mais multiplier les impôts, non. Les multiplier inutilement, non. Mais je veux dire, l'exemple que vous donnez, celui de l'évasion fiscale, est évident. Il est évident que c'est une perte, comme le dit Zuckman, la richesse cachée des nations, et que c'est inefficace à l'échelle macroéconomique. Ou alors on va utiliser aussi un exemple que j'ai en tête des prétextes. C'est-à-dire on va dire, ça fait au moins 20 ans qu'on dit ça, qu'en France on a un taux facial de l'impôt sur les sociétés qui est très élevé, mais avec une assiette réduite, alors qu'il serait plus logique de le réduire et puis d'élargir l'assiette. Et c'est une forme de simplification. C'est tout à fait juste, sauf que dans la mise en œuvre, la mise en pratique, à chaque fois, le taux a été réduit, mais la simplification n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'élargissement d'assiette. D'accord. Oui, Charles Sélène. Je voudrais compléter en disant que, à la réflexion de ce qui se dit là, le mot de simplification n'est peut-être pas lui-même très simple. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met derrière simplification ? Est-ce que c'est l'idée de la clarification ? Est-ce que c'est l'idée de la réduction du nombre de règles ? Est-ce que c'est l'idée de leur stabilité dans le temps ? Je ne sais pas ce qu'on met derrière ce mot simplification, parce que c'est peut-être encore une fois aussi un terme facile à entendre et qui est tellement polysémique qu'on peut l'entendre les uns et les autres d'une manière différente. Pour revenir au sujet, le seul que je connaisse bien, celui de la philanthropie, le dispositif actuel est très bénéfique à un écosystème qui s'est développé et qui aujourd'hui porte ses fruits sur le terrain social, culturel, etc. Les velléités de le raboter ces dernières années ont fait très peur aux acteurs du secteur parce qu'il y avait une confusion. On mélangeait une niche fiscale et une incitation fiscale, ce qui à mon sens sont deux choses différentes. Et donc déjà il y a la question de la clarification des termes. De quoi parle-t-on ? La question de la stabilité dans le temps des dispositifs dont la France se dote et qui lui permettent au fil des années de tirer les leçons de ces dispositifs. Aujourd'hui, dans le domaine de la philanthropie, on commence seulement au bout de 15 ans, d'une quinzaine d'années, à se rendre compte que oui, il faut un dispositif incitatif. Alors après, on peut peut-être encore le clarifier, le rendre plus lisible pour les citoyens, l'aménager ça et là, mais le remettre en question serait, je pense, une erreur, parce que des acteurs s'appuient aujourd'hui dessus pour faire leur action, et que cette action est bénéfique. Donc on va dire que ce qui est simple et ce qui est facile à comprendre
et que c'est un peu la base de l'acceptation à payer l'impôt. Merci à vous quatre. Et je laisse la parole pour la prochaine table ronde à l'ami Vincent.